J'aimerais être le gestionnaire de cas des gestionnaires de cas, pas porter leur parole en aucun cas, puisque c'est comme ça qu'on le voit, mais leur donner la parole, parce que parler un petit peu de votre vécu, de votre quotidien, de votre légitimité, de votre accès aux informations, enfin de ce dont on n'a pas pu évoquer, parce que les grands témoins de la table ronde et tous les experts, finalement, qui n'ont jamais vécu une situation complexe, vous êtes peut-être des cas complexes, vous aussi. On n'arrivera jamais à faire un cadre, à écrire des choses. Je ne sais pas, je parle avec l'aval d'Anne. Si vous exprimez pas et que vous parlez vraiment de votre quotidien, j'aimerais quand même... Je voulais juste revenir sur... j'ai plein de questions et j'ai plein de choses aussi en tête parce que forcément, la fonction de gestionnaire de cas, ça remue beaucoup. Moi, actuellement, je suis en pleine... je me questionne constamment, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque, notamment par rapport au cadre dans lequel effectivement on intervient, notamment sur la façon dont j'interviens aussi auprès des personnes et dans la situation. Je voulais juste revenir, effectivement, moi, je trouve qu'en tant que gestionnaire de cas, ce qui m'importe beaucoup, c'est le nombre de personnes qu'on suit. Je vous explique pourquoi, parce qu'avant j'étais assistante sociale à l'aide sociale à l'enfance et donc j'avais une moyenne de suivi assez importante et au final je faisais pas du bon travail. Enfin, je le dis, je parle pour moi, mais voilà. Je trouvais qu'on n'avait plus le temps nécessaire d'aller rencontrer les enfants, les familles, de façon régulière, de façon intensive, pour justement travailler sur les problématiques soulevées. Notamment la situation des enfants en danger, c'est quand même des situations dites complexes, pour moi, pour ma part. Donc effectivement, ce que je trouve intéressant dans cette situation-là, dans la gestion de cas, c'est qu'on doit effectivement intervenir de façon intensive, mais aussi sur du long terme. Et si on augmente le nombre de dossiers, effectivement, je pense qu'on va perdre de cette identité qui, pour moi, est importante. Voilà, ça c'est la première chose. Après, la deuxième chose, c'est aussi le cadre dans lequel on intervient. Moi, je me suis beaucoup posé la question, parce qu'on parle de nouvelles fonctions, et moi, je pense que c'est important aussi de parler d'un nouveau métier, parce qu'on est carrément sur autre chose. Moi, je suis assistante sociale, j'ai un code de déontologie, j'ai une formation initiale, et là, en fait, je me retrouve à être gestionnaire de cas avec une formation complètement différente, avec une intervention, même si ça rejoint ce que je connais à la base, qui est quand même différente. Et je trouve qu'à un moment donné, si effectivement il y a un nouveau métier qui se crée, il y aura un référentiel métier, et ça donnera peut-être effectivement des portes ouvertes à des portes fermées qui sont actuelles. C'est la question que je me pose. Je pense qu'effectivement, si on passe par là, alors je ne suis pas politicienne, je suis pas spécialiste, autant pour moi, mais je pense que pour moi, la réflexion que j'avais, c'est effectivement si un nouveau métier pouvait être créé, donc le métier de gestionnaire de cas, est-ce que ça ne me permettrait pas d'ouvrir les portes, notamment sur le secret partagé, sur notre protection à nous en tant que professionnels, mais la protection des usagers, des personnes, des situations. Donc voilà, moi je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas possible à un moment donné de réfléchir sur la création d'un nouveau métier ? Là, c'est la grande question. Je pense que j'ai déjà ma réponse, mais je la laisse ouverte. Moi aussi, je me suis retrouvée vraiment face à des situations problématiques au niveau du secret partagé, où vraiment, juste pour anecdote, pour expliquer quelque chose de petit mais concret, de téléphoner à une entreprise de service à domicile qui me dit si vous voulez modifier, ou si vous voulez que nous, on modifie quelque chose dans le plan, mais pourquoi vous nous appelez ? C'est la personne qui doit appeler. Alors j'explique que j'ai contacté la personne qui s'occupe du plan, qu'on est d'accord ensemble pour qu'il y ait une modification, que la personne elle-même, elle a des difficultés pour exprimer ses besoins, pour aller là-dedans. Donc on s'est aussi posé des questions sur qu'est-ce qu'elle veut vraiment, qu'est-ce qu'elle ne veut pas, qu'est-ce qu'elle peut exprimer, qu'est-ce qu'elle ne peut pas exprimer. Et je me bute, parce que j'ai pas de cadre, à une personne qui me dit non, c'est la personne qui doit téléphoner ou faire un courrier. Bon, voilà, j'en suis là. Vous ne pouvez pas représenter la personne pour signer à sa place un acte, quel qu'il soit, puisque vous n'avez pas ce mandat-là. Le mandat ne peut être donné que par le juge dans le cadre d'une mesure de protection ou par la personne elle-même dans le cadre de procuration, à condition qu'elle comprenne ce qu'elle signe, ou éventuellement d'un mandat de protection futur, à condition qu'on y ait réfléchi le plus en amont possible, à un moment où la personne est encore à peu près capable, au moins sur certaines sphères, de prendre un certain nombre de décisions. Et tout votre problème, c'est que vous êtes mandaté, alors je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous êtes mandaté au départ, soit par le médecin, soit par n'importe quelle personne qui va vous appeler, ce qui à mon sens pose déjà une difficulté.
Bon, parce qu'au nom de quoi vous allez aller chercher plein d'informations auprès des médecins, auprès de l'entourage, peut-être sur un signalement au départ qui est un signalement pas tout à fait exact, si c'est l'entourage ou si c'est l'assistante de vie qui est le salarié de la personne. Enfin, il y a toutes ces questions-là, c'est-à-dire que vous intervenez dans la vie des gens avec au départ un mandat qui n'est pas franchement stabilisé. Et ensuite, vous vous rendez compte à qui? À votre conscience, c'est sûr, d'où vos problèmes. Vous ne rentrez pas chez vous en ayant posé votre sac à dos, bien d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on ait vos retours d'expérience pour qu'ensuite on puisse essayer d'y réfléchir. Il faut ajouter peut-être aussi que vous n'êtes pas astreint au secret professionnel, parce que vous n'êtes pas obligé à tenir au secret professionnel. Ce sont des professions c'est une profession qui n'est pas encadrée, donc ils sont obligés à tenir un secret professionnel sur la base peut-être de leur précédente profession, mais pas de la nouvelle. Mais la nouvelle, c'est pas une profession. Justement. Ben justement. Donc, c'est une mission, une compétence. Donc, effectivement, il y a un cadre qui est celui de la profession antérieure. Non, c'est la profession de départ. C'est la profession de départ. Oui, c'est ça. Mais pas la fonction que vous exercez. Mais pas tout le monde, comme première profession, a été obligé à tenir le secret, mais ne rentrez pas dans les catégories des professionnels qui étaient tenus au secret professionnel. Donc chacun, parce que, et avec le micro, parce que sinon... Je voulais juste réagir par rapport à la notion de plaidoyer et de porte-parole, parce que en fait, je suis d'accord avec vous, hein, on n'a pas vocation à porter la parole des gens, parce qu'il y a des gens qui sont capables de porter leur parole seuls. Ils sont tous capables. Mais en fait, tous les gens sont capables de porter leur parole, mais tout le monde n'est pas capable de l'entendre, leur parole. Et en fait, nous, notre mission, c'est aussi de faire entendre parfois la parole de gens à qui on l'a coupé, parce qu'on accompagne des gens qui sont parfois seuls, qui n'ont pas de référent, voilà, il n'y a pas d'aidants familiaux, il y a juste des professionnels qui ont été mis en place, qui n'ont pas forcément été acceptés par la personne, et parfois, on décide pour elle de ce qui serait le mieux, et dans les situations qu'on a à suivre, on a des personnes qui sont à domicile, où on a décidé qu'elles seraient mieux si elles étaient en institution, alors que leur souhait, c'est de rester à domicile. Et effectivement, elles peuvent se mettre parfois en danger. Enfin, en tout cas, ça peut faire peur à certains professionnels parce qu'elles pensent que de rester à domicile, c'est dangereux pour elles. Mais notre mission, c'est justement dans cet aspect d'adhésion de la personne et de reconnaissance de ses difficultés, les amener à accepter de l'aide, mais qu'elles auront accepté, et de faire en sorte qu'elles puissent rester à domicile. Peut-être qu'un jour elles seront en institution, mais au moins ce sera un choix qu'elles auront décidé, et ce ne sera pas quelque chose qui sera imposé à elles. Et dans ce sens-là, en fait, on a cette mission de plaidoyer, et pas de porte-parole de la personne, mais on a quand même, à un moment, quand certaines personnes, on doit être à côté d'elles et être capable de porter un peu leur parole, parce que ces personnes, on ne les écoute plus, quoi. Alors en fait, on s'est posé une question qui fait écho avec ce que vous disiez par rapport au statut de gestion, enfin la fonction gestionnaire de cas et le métier d'origine du gestionnaire de cas. Et on s'est posé la question du contrat du gestionnaire de cas. Est-ce que le gestionnaire de cas peut être embauché en tant que gestionnaire de cas et dans ce cadre utiliser son métier d'origine pour justifier son partage d'informations, ou alors faut-il qu'il soit nécessairement embauché en tant que son métier d'origine, avec son cadre de déontologie, avec la fonction de gestionnaire de cas pour pouvoir avoir accès à ce cadre de protection du secret professionnel. La question que vous posez est celle de celui qui vous mandate et celui à qui vous rendez compte, et du cadre dans lequel vous exercez, donc avec quelle casquette, quelles obligations de secret, quel partage d'informations. Donc les concepteurs de la fonction ont envisagé quoi?
quand on est embauché, on n'est pas embauché seulement pour un métier, on est aussi embauché pour un métier dans un contexte particulier. Généralement, on a une fiche de poste qui définit ce qu'on est censé faire dans ce poste-là et ce qu'on est censé ne pas faire éventuellement. Et donc, vu que le métier gestionnaire de cas n'existe pas, on ne peut pas être embauché en tant que gestionnaire de cas, en tant que métier. Par contre, la fonction de gestionnaire de cas peut être décrite dans la fiche de poste et du coup, le gestionnaire de cas sait ce qu'on attend de lui du fait que sa fiche de poste stipule clairement ce qui est attendu de la personne que l'on embauche. Effectivement, c'est on revient à la question antérieure, le fait qu'il n'y a pas de cadre et qu'il faut le définir, que c'est urgent de le définir, ça, je suis 100% d'accord avec ça. J'ai essayé avec les moyens d'y contribuer et je continuerai à le faire, mais c'est pas du tout antinomique avec ce que je vais dire. C'est-à-dire que comme on a voulu débuter quelque chose, on est parti en phase expérimentale avec les secrets professionnels qui existaient dans les différentes professions. Et donc on a exigé que les gestionnaires de cas viennent de professions, donc là pour le coup de métier, clairement défini, qui avaient un certain niveau de compétence, donc un certain niveau de secret. Alors ça résolvait pas tous les problèmes, parce que du coup, dans une même équipe, on se retrouvait avec des gens qui ne répondaient pas stricto sensu aux mêmes articles, même si globalement les secrets se ressemblent quand même beaucoup. Si on y regarde bien, il y a une lecture, il y a plusieurs lectures souvent des mêmes articles, et dans une lecture assez extensive, on se retrouve pas mal, quelles que soient les professions. Mais c'est vrai que ça résout pas tout le problème. Donc voilà comment on a conçu au départ le truc. Maintenant, il nous reste à définir effectivement ce cadre qui manque pour qu'il puisse y avoir au moins une fonction complètement officielle, peut-être même un métier. Juste pour compléter un petit peu quand même par rapport à ce que tu disais, les contrats, la légitimité, etc. Le gestionnaire de cas évolue dans un système, donc la MAIA, une organisation, c'est son cadre conceptuel, mais au-dessus de ça, quand c'est pas n'importe quoi, c'est l'agence régionale de santé aujourd'hui qui est garant, enfin, je ne sais pas si je me trompe, mais c'est la tutelle qui est garant de l'organisation de ce dispositif qui se met en place, et de cette fonction qui évolue dans le dispositif. Donc il y a quand même quelque chose de... C'est pas un vrai cadre juridique, mais quand même. Et ça porte quand même une légitimité auprès des professionnels. Pendant un workshop, le médecin généraliste disait que elle faisait confiance, entre guillemets, aux gestionnaires de cas, parce qu'il lui semblait mandaté par des institutions tutélaires, hein, en fait. En tout cas, elle, s'il n'y avait pas une caution de ça, après on reviendra sur le terme en lui-même, mais ce médecin généraliste qui a un petit peu l'habitude sur notre territoire de travailler avec les gestionnaires de cas, c'était quelque chose qui garantissait un petit peu une pseudo-légitimité de la fonction de gestion de cas. Parce qu'il y a un cadre institutionnel. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, non mais c'est aussi... Non, bien sûr, mais cela étant, j'ai bien compris, c'est pas le cadre de la fonction, mais il y a la légitimité aussi de tout ça qui fait que on créera à un moment donné un cadre sur la fonction en elle-même. D'ailleurs, aujourd'hui, pour éviter ce que tu disais, Marie-Odile, aujourd'hui, normalement, les assurances privées, elles ne peuvent pas embaucher des gestionnaires de cas sur le territoire français. C'est fait. Elles peuvent pas. C'est fait. Et Ces deux personnes-là s'appellent des conseillers de suivi. Et les conseillers de suivi, moi j'en ai deux depuis plusieurs années, qui m'amènent régulièrement en consultation. Il y en a une qui est payée par une assurance privée et l'autre qui est payée pour la famille. Ce qui est grave, c'est qu'il n'y a pas de cadre là-dedans.
Mais par contre, ça marche très bien sur le terrain. Elles sont responsables, c'est elles qui prennent les rendez-vous pour les consultations. S'il y a une hospitalisation de nuit brutale parce qu'il y a un voisin qui s'est plaint, tout de suite, elles sont la première personne à voir l'hospitalisation. Elles représentent... Là, on a tous les défauts, on a le miroir de ce que vous avez mis en question. C'est dans le cadre de contrats dépendants. Ah, c'est des contrats privés. Et ça se passe. Et le problème, c'est que si on va trop lentement à bien réfléchir, ça va se multiplier en France au dépit, pour le mal des malades et des familles. Hein. C'est ça le problème. Attention, là, ça se fait à plusieurs vitesses. Effectivement, à l'heure actuelle, l'appellation n'est pas suffisamment protégée pour que des assureurs privés ne puissent pas même appeler gestionnaire de cas des personnes qui ne feront effectivement pas, j'entendais la remarque d'Elodie derrière, de la gestion de cas en tant que telle, mais ils pourront s'appeler pareil à l'heure actuelle. L'appellation n'est pas suffisamment, je dirais, encadrée, parce qu'on a comme seul cadre une annexe à un cahier des charges qui lui-même donc, est approuvé par décret. C'est pas rien, mais c'est pas beaucoup. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est au moins un référentiel de fonction, de formation, et on l'attend. Mais la belle, moi je comprends pas. Après, à la limite, j'ai presque envie de dire, quelqu'un pourrait se présenter devant toi en disant « Je suis son tuteur ». Employez ce mot, hein, attention. Non. Bon. Parce que quand même, le fait qu'il y ait l'agence régionale de santé au-dessus, ça donne une... Je sais pas, moi, ou alors je rêve. C'est pas légitimé. Après, on peut faire n'importe quoi. Ah oui, on fait n'importe quoi. Mais, on va faire n'importe quoi. Mais comment faire? Parce que ce que tu dis, c'est quoi? C'est dans ces cas-là, on multiplie les gestionnaires de cas sur le territoire très très vite. Non, pas très vite. Il a dit qu'il y avait un rythme. Il a raison, il faut qu'il y ait un rythme. Il a raison. C'est l'association Fenêtre Ouverte. Madame de la Justice, s'il vous plaît. C'est bien qu'on regarde partout. Je mets l'accent, je m'appelle Madame YM et j'ai été embauchée par et je suis diplômée des sciences humaines et de l'éducation formatrice pour adultes. Et voilà, comme ça je me suis lancé, j'ai un contrat avec un contrat privé, voilà. Et puis, c'est pas ça, mais je savais qu'on allait tourner autour de ça. Mais je dis, attention, parce que tous les défauts sont en train d'émerger là. Simplement, ben, ça va se multiplier, parce que Alzheimer veut dire quand même, il y a de la dépense. J'ai reçu un courrier de proposition de service. Alors, pour ajouter encore aux difficultés qui se posent, j'ai évoqué le mandat de protection future. Dans le cadre du mandat de protection future, qui permet d'anticiper sa vulnérabilité, il est possible de désigner la personne de son choix, soit dans ses proches, soit éventuellement parmi des professionnels, et on voit apparaître des professionnels de l'accompagnement, soit gestion de patrimoine, soit l'accompagnement de la personne qui se rapproche des conseillers dont vous parlez. Donc je crois qu'il est absolument urgent de redéfinir qui fait quoi. Sinon, on va arriver à des situations, alors non pas double, mais triple, quadruple vitesse, enfin ça va être catastrophique. On parle beaucoup des critères d'entrée en gestion de cas. Moi, je prends l'habitude toujours de revoir le prescripteur en lui disant « mais qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Parce que je me rends compte que certains prescripteurs ont déjà bien en tête ce qu'ils attendent de moi. Et ça pose des fois... Ça pose de gros problèmes et ça m'entraîne des fois dans des rapports de force assez durs, assez graves, avec des familles, avec des professionnels, avec des bénévoles, avec des voisins, avec des élus. J'ai proposé un cas cet après-midi où je suis littéralement harcelée par des élus parce qu'on attend aussi de la gestion de cas, qu'elle place la personne, et c'est souvent ça malheureusement, hein, on parle beaucoup de respect de la personne, de son projet de vie. Sur le terrain, non, on continue à vous dire, non, de toute façon, elle zappe complètement la réalité. Pourquoi vous lui demandez encore son avis? De toute façon, elle est complètement paumée. Pourquoi vous ne l'emmenez pas? C'est-à-dire qu'on me demande ou de violenter la personne ou de la tromper pour lui dire, tiens, on va se promener en forêt, en fait, je vous emmène en maison de retraite. Et ça, moi, je trouve que c'est grave et c'est une question de société. Qu'est-ce qu'on veut bien offrir à nos aînés ou à ces personnes qui sont malades lorsqu'elles sont des patients jeunes aussi? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on veut bien leur offrir? Et là, on pourra dire, mais qu'est-ce qu'on attend de la gestion de cas? Je voudrais revenir
revenir sur ce que tu viens de dire en tant que gestionnaire de cas, sur une réflexion que j'ai entendue tout à l'heure par rapport au fait que n'importe quel professionnel pouvait solliciter un gestionnaire de cas. Pour moi, il ne peut pas y avoir de gestionnaire de cas sans dispositif d'intégration, sans MAIA, ce qui veut dire au préalable tout un travail de fait avec l'ensemble des responsables de services qui interviennent sur le territoire pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'intégration, qu'est-ce que c'est qu'un guichet intégré et quel est le rôle des gestionnaires de cas qui interviennent quand même pour une toute petite partie de la population de ce territoire. Donc les difficultés, n'importe quel professionnel ne peut pas intervenir et demander la gestion de cas sans passer par un processus d'orientation qui a été validé en table tactique par l'ensemble des responsables des services sur le territoire, puis validé en table stratégique. Donc pour moi, c'est toute cette organisation à mettre en place qui va déboucher sur de la gestion de cas. Donc on ne peut pas demander tout et n'importe quoi à un gestionnaire de cas, ça dépend aussi de la façon dont on a mis en place l'intégration et dont on passe les messages au niveau de l'intégration. Moi, c'était juste un simple rappel que je voulais faire, c'était que la gestion de cas n'intervenait pas comme ça, qu'il fallait d'abord qu'il y ait des interventions régulières avant par les professionnels existants et qu'ils se rendent compte que justement il y a besoin de quelqu'un de plus, quelqu'un qui ait un exercice différent avec la personne. On n'intervient pas comme ça, il faut d'abord que les professionnels aient la connaissance et qu'ils travaillent avec elle avant que nous on intervienne. C'est malheureux, hein, ça n'a rien à voir et je le défends, mais il y a le bouche à oreille aussi, hein, qui allait beaucoup plus vite que ce qu'on espérait par rapport au dispositif qu'on mettait en place. Donc, ouais, moi ma collègue m'interpelle aussi sur ce point-là. Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. Premièrement, je trouve qu'on parle beaucoup par la négative sur cette activité. J'ai un peu l'impression qu'il y a un problème d'identité là. On ne sait pas quel nom donner, est-ce que c'est une fonction, un professionnel. J'ai l'impression qu'il y a en fait très peu, on parle très peu de l'aspiration qui nous amène à exercer, à passer notre temps de vie pour lequel on est rémunéré, certes, mais à prendre en charge quoi? Qu'est-ce qu'on est là? À quel manque on répond? Et cet espace-là qui est là et sur lequel on est censé s'exercer est au carrefour d'un nombre de professionnels qui est parfois très important, auquel on se heurte à quoi? À du corporatisme. Alors, à la découverte du tout juriste, mais et pourquoi pas? Alors, est-ce que ça pose un problème d'être un représentant? Alors, sur le plan légal, la loi, elle s'inscrit aussi au niveau national. Je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour les juristes, elle s'écrit la loi. Elle se renouvelle au quotidien aussi, la loi. Qu'est-ce qu'on a besoin dans cette société? Est-ce qu'on veut prévenir la société de comportements dysfonctionnants ou générant des problématiques qui peuvent être une atteinte au tiers? Et si c'est ça, quelle est notre place dans cette histoire-là? Et si l'on veut développer la politique de maintien à domicile, respecter la liberté de l'individu, accepter qu'ils soient aussi différents, adapter son environnement et comprendre aussi les convergences et les divergences qu'il peut y avoir sur la prise en charge, c'est aussi à ce que nous, on puisse porter une identité forte auprès de ses partenaires et qu'ils puissent nous reconnaître à cette place-là. Et aujourd'hui, alors on n'est pas le porte-parole, on n'est pas le représentant, on n'a pas de légitimité, ou en tout cas une légitimité mal définie, qui fait que petit à petit, on nous envoie sur des situations où on se casse la gueule, quoi. On nous envoie sur des situations difficiles que personne ne veut souvent, ou malheureusement, même si on ne travaille pas dans l'urgence, on s'y retrouve très rapidement, quoi. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui nous a amenés tous à être ici autour de cette table. Alors, parler de l'éthique, qu'est-ce que c'est que la gestion de cas? Qu'est-ce qu'on en veut? Qu'est-ce que la société veut de nous? Et surtout, comment on peut porter cette identité auprès de tous les partenaires qui ont un regard épistémologique, professionnel, disciplinaire, qui est unique. Donc, et en plus de ça, on demande de travailler sur l'interdisciplinarité, donc on travaille sur encore un autre champ, quoi. Donc, voilà, moi je pense qu'il devrait y avoir une grosse réflexion dans cet espace éthique à construire cette identité, à lui donner une légitimité et à lui faire porter un cadre juridique qui permet de l'exercer. Parce que si on n'a plus accès à nombre d'informations, on ne peut plus travailler sur la multidimension, enfin bref, ça pose un problème. Donc, je pense que ça serait bien qu'on mutualise toutes nos réflexions, nos savoirs, nos compétences pour essayer de plutôt construire ce cadre qui permet l'exercice. L'exercice de quoi? La réalisation d'un projet d'une personne âgée qui a bien souvent perdu ses facultés. Alors, moi j'aime bien ce que disait Samuel, oui, on arrive à un moment donné à être un porte-parole, on la porte cette parole. Parce que la personne n'est plus capable d'exprimer cette pensée. Elle est plus capable aussi de comprendre le système dans lequel elle s'insère et pour lequel elle attend une réponse à ses besoins.
Parce qu'aller au supermarché, choisir dans les rayons, payer à la caisse, c'est compliqué. Et des fois, on a besoin d'aide. Voilà, c'est un point de vue. Des réactions, des... Je peux réagir sur le... Je pense qu'effectivement, la question de fond, c'est celle que vous avez posée, monsieur. Qu'est-ce qu'on veut faire, ou qu'est-ce qu'on peut faire face à des personnes qui sont en perte d'autonomie, en perte de possibilité de décider? Si on est strict, toutes les personnes dont vous vous occupez sont des personnes qui ne peuvent plus décider seules, en tout cas à tout moment, pour lesquelles la question se pose, et je dirais celles-là, elles entrent dans les dispositifs de protection juridique. Et donc si on allait jusqu'au bout, on pourrait dire que le nouveau métier de mandataire judiciaire à la protection recouvre une partie de ce que vous faites. Bon, je fais de la provocation. Hein, j'espère. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une question de politique publique. Quelle est la place des instances publiques et des instances privées, puisqu'on voit bien ce qui est en train de se développer, dans l'accompagnement des personnes les plus fragiles? Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur la vulnérabilité à décider pour soi-même. Là, on est en train de parler d'une certaine catégorie de personnes. Ça va évidemment au-delà. Les personnes handicapées, les personnes qui sont d'altération mentale, les personnes qui, à un moment donné, sont en difficulté. Et celles-là, celles dont vous vous occupez, elles peuvent avoir toutes ces facettes à certains moments ou tout le temps. Et donc, ce que vous proposez, qui est de dire qu'il faut qu'on fasse un état des lieux commun, du sanitaire, du social, du juridique, parce que le juridique, ce sont les règles au sein desquelles on vit, on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est pas simplement les juristes. Hein, et vous vous souvenez que j'ai commencé mon propos comme ça tout à l'heure, en disant il faut que nous réfléchissions aux règles de vivre ensemble. C'est ça la loi. Enfin, en tout cas, l'analyse qu'on peut en faire, même si on a, nous, une formation particulière qui est celle des juristes. Et donc, à partir de cette réflexion, qui doit accompagner ou représenter les personnes si la personne n'a pas eu le temps de faire un choix? Et si elle ne peut pas exprimer une volonté constante? Est-ce que c'est systématiquement à un juge d'en décider? Évidemment, ma réponse est non. On ne peut pas systématiquement mettre un juge dans toutes les situations, ça n'est pas sain. En revanche, la référence légale est obligatoire parce que c'est ça qui met les limites et qui permet la réflexion éthique, me semble-t-il. Alors moi, je vous propose qu'effectivement, dans un espace éthique, on réfléchisse à toutes les facettes de la difficulté et que peut-être, on a un nouveau gouvernement qui va se mettre en place, peut-être on fasse remonter un certain nombre de réflexions pour que le sanitaire, le social, le juridique et l'économique ne soient pas clivés comme ils le sont. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Vous allez avoir un métier de gestionnaire de cas, un métier de soignant, un métier de travailleur social, un métier d'avocat, un métier de conseiller, un métier de juge, et puis l'économie qui, après, en fonction des possibilités des gens, arbitrera. Je pense qu'on est au cœur du problème. Et l'avantage de ce type d'espace, c'est qu'on fait émerger ces difficultés. Mais il est urgent que vous identifiez, vous, pourquoi vous êtes entré dans cette profession. Qu'est-ce qui a fait que vous avez candidaté? Je voudrais répondre juste sur ce que vous dites et ce que j'ai entendu. J'ai beaucoup aimé votre intervention, mais il y a eu un point qui m'a quelque part interpellée. Il dit, je suis le porte-parole, le défenseur, etc. Il faut faire attention à ne pas se sentir chargé d'une mission divine. Parce que je peux vous dire, pour quelqu'un qui fait l'avocat, moi je m'engage. Quand je défends quelqu'un, je m'engage. Et donc je me sens le porte-parole, etc. Mais quelque part, j'ai eu un mandat et sur la base de ça, je me sens chargée d'une mission qui essaie de défendre les intérêts, etc. Et là, c'est sous l'ambiguïté qu'entre votre ressenti, entre ce qui est votre ressenti et ce qui est les contextes dans lesquels vous exercez. D'une part, c'est ça. Deuxième point, je reviens sur votre idée de faire un état des lieux qui était reprise. Et je reviens aussi sur ce que le docteur Somme il avait dit, on a commencé avec un projet expérimental et maintenant n'est plus véritablement expérimental. Mais moi, permettez-moi de vous dire, je le sens encore comme tel. Je l'aperçois encore comme tel. Et alors, même si ma formation est juridique, je travaille depuis longtemps avec une faculté de médecine, je me suis posé la question, et pourquoi pas
adopter une méthode scientifique pour faire cet état des lieux. À savoir, pourquoi pas s'engager dans une étude observationnelle, d'un protocole de recherche observationnelle qui concerne les attentes, les pratiques, les problématiques, les enjeux, à travers et faisant parler les professionnels qui exercent et qui connaissent les aspects du terrain, et après tous les différents acteurs, bien sûr, je sais du travail du questionnaire, ce n'est pas là la question, mais vraiment adopter une méthode scientifique pour pouvoir essayer de décortiquer les problématiques et arriver à faire un état des lieux qui permettra peut-être à la fois de faire, de poser les premières bases, de bâtir les bases et quelque part le cadre d'action des gestionnaires de cas, en essayant de rester dans une profession qui doit être humaine et pas mandatée par une mission autre que la prise en charge personnelle. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, il y a de nombreux professionnels qui peuvent intervenir, on intervient aussi chez des personnes isolées, mais s'il y a une équipe qui intervient auprès de la personne, on voit souvent les limites du cloisonnement, dans le manque d'informations, dans personne ne se parle. Si on a au moins cette fonction-là, de transmettre l'information entre les professionnels, que tout le monde tire dans le même sens, avec une adhésion au projet de vie de la personne, enfin, il ne faut pas se mettre des objectifs inatteignables, celui-là il est déjà pas mal. Et au niveau du retour sur notre territoire, rien que les libéraux de ville qui parlent avec l'hôpital, une consulte mémoire qui prend en compte la personne avec le retour par exemple d'une aide à domicile qui témoigne du quotidien de la personne, des consultes mémoire, ils en ont besoin, ils sont demandeurs de ça. Rien que de transmettre cette info, après le mot de pivot du gestionnaire de cas, je l'aime pas trop, parce que si déjà les deux fonctions ou les deux métiers se parlent entre elles, après qu'on ait mis du lien, moi ça me va très bien, tout ne doit pas être centralisé par le gestionnaire de cas. Mais déjà si on se donne cette mission-là de ceux qui interviennent, qui ont la connaissance du projet de la personne et qui tirent dans le même sens, eh bien, il n'y a pas besoin de se mettre des objectifs beaucoup plus élevés. Déjà, on voit dans les situations que ça améliore beaucoup de choses. Voilà.